Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qu'on a sélectionné aujourd'hui pour vous. D'abord, il y a le mot CEDEAO, effectivement, puisque cette réunion des chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est en train de se tenir quand la force d'attente de la CEDEAO se rassemblera pour peut-être rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. On en parlera. On va parler aussi, évidemment, de la canicule, puisque 12 départements supplémentaires passent en vigilance orange. Et il est très important de faire attention à la santé des plus fragiles, à savoir les enfants en bas âge et les personnes âgées. Puis enfin, vous êtes sur Sud Radio, c'est la radio de la Coupe du Monde de rugby. Désolé, vous n'allez pas y couper. On va parler de la composition du 15 de France qui va affronter les Fidjiens samedi à Nantes à 21h05. Et ça, évidemment, vous le vivrez sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Je le disais, premier mot, CEDEAO, la réunion des chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se tient en ce moment, ce 17 août, à Accra, capitale du Ghana. Ils se réunissent, ces chefs d'état-major, pendant 2 jours pour finaliser le plan d'une éventuelle intervention militaire pour rétablir le président élu Bazoum dans ses droits politiques au Niger. Question, si jamais la CEDEAO intervient, on ne parle pas de l'armée française, mais bien de la force de la CEDEAO, est-ce que c'est une escalade qui pourrait être dangereuse ou est-ce qu'au contraire, ce serait une bonne nouvelle pour la démocratie? Mathieu Hoc? Alors moi j'ai un avis assez tranché dessus qui n'engage que moi. Je pense qu'une intervention de la CEDEAO se solderait par un échec. Je pense que ce serait un échec militaire pour plusieurs points. Le premier, c'est qu'en fait l'histoire contemporaine nous a appris qu'envahir des pays comme ça, la Russie a essayé d'envahir l'Ukraine, 40 millions d'habitants, le Niger fait 25 millions d'habitants, la Syrie, l'Irak, etc. Envahir ce type de pays, c'est très compliqué militairement. Alors encore plus pour la CEDEAO, d'une part parce que vous avez un pays qui est donc très peuplé, d'autre part un pays qui est aussi dans une région sahélienne où il y a un trafic d'armes et une prolifération d'armes très très forte. Et d'ailleurs des attaques terroristes qui se multiplient, ça vient de recommencer à la frontière nigérienne. Et le deuxième point aussi peut-être qui me fait dire ça, c'est qu'on assiste en fait à un équilibre des forces diplomatiques sur le territoire du Sahel, notamment parce que la junte n'est pas seule, elle a des alliés, le Mali, le Burkina, etc. Et la CEDEAO n'est pas unanime sur la position d'une intervention, ce qui pour moi complique de fait les choses pour la CEDEAO. Nicolas ? Ça pose une difficulté en termes de droit international. C'est-à-dire quel est le mandat de la CEDEAO pour intervenir dans un pays il n'aura pas le mandat de l'ONU puisque les Russes jusqu'à preuve du contraire est un pays souverain. Donc pas mandat de l'ONU, et on sait où nous ont mené il y a peu de temps ce genre d'aventure diplomatique et militaire, avec quand même ici un ennemi qu'il faut bien nommer, qui est la Russie, qui est très clairement en face des intérêts, la CEDEAO étant sous influence très clairement américaine, mais on voit bien que c'est une guerre indirecte, encore une fois, un nouveau front qui s'ouvre entre les États-Unis et la Russie, avec la France un petit peu au milieu, avec la Russie qui aura bon dos de dire, vous voyez, ne me donnez pas de leçons de droit international en Ukraine, au Donbass, en Crimée. Regardez ce que vous faites avec vos alliés en Afrique. Rappelez-vous la Libye, rappelez-vous la Syrie, et regardez aujourd'hui ce qui se passe au Niger. Donc effectivement, ce qui est en jeu, au-delà de l'avenir du peuple nigérien et du territoire du Niger, c'est aussi la manière dont on lit et dont on applique le droit international dans le monde. Et je crois qu'effectivement, il faut être très prudent. Effectivement, Alexander Nikolic. Après, il faut savoir déjà, est-ce que la CEDEAO a la capacité réellement d'intervenir ? Et la vraie difficulté, c'est que ça sera essentiellement des soldats nigérians. Et on sait déjà que l'armée nigériane est vraiment très engagée sur le nord. Elle combat aujourd'hui Boko Haram. Donc elle serait obligée de se désengager de ce conflit. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quelles peuvent être les solutions. Alors l'Union africaine, en plus, s'oppose à l'intervention de la CEDEAO. Il y a une minorité de pays qui sont pour. Je viens de le dire. Après, globalement, on doit aussi, je pense, s'interroger sur l'image que peut avoir la France dans ces pays-là, parce qu'on a vu surtout au début la junte prendre à partie la France. On a vu des manifestants qui ne critiquaient pas vraiment le monde occidental, d'ailleurs. C'était surtout une opposition frontale à la France. Ça fait suite à ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, où là, il y avait Wagner qui était vraiment intervenu sur le terrain. C'est pas le cas, il faut le dire. Wagner intervient en termes de communication, au Niger, mais surtout. J'ai vu un article intéressant qui explique justement à quel point la jeunesse est en opposition avec les aînés dans un pays comme le Niger, justement avec une volonté de rupture avec le monde occidental. Et c'est
il faut vraiment prendre ça en compte, parce que s'il y a de tels changements aussi, et c'est tellement conflictuel, c'est aussi dû à la démographie. Oui. Le Niger, c'est le pays où le taux de fécondité est le plus élevé au monde, avec une jeunesse qui est surreprésentée. Et c'est très souvent le cas quand la jeunesse est surreprésentée dans l'histoire, où il y a des mouvements révolutionnaires, des mouvements de guerre civile, et ça fait suite un petit peu à ça. Alors quand je disais qu'il faut aussi qu'on s'interroge sur l'image qu'on a, en 2 mots, je pense que notre vision, elle est très paternaliste aujourd'hui de l'Afrique. On considère les Africains un petit peu comme toujours dépendants de nous. On les infantilise, et je pense qu'il faut qu'on apprenne à parler d'égal à égal à l'Afrique, et on sera peut-être mieux vu, parce que personne n'aime ne pas être respecté à ce point-là, parce que c'est une forme de respect, on n'a pas conscience de ça, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pas forcément ce qu'on a fait pendant les différentes années qui ont vu l'opération Barkhane, chose qui nous est reprochée. Deuxième mot dans l'actu, un peu plus rapidement, mais je tenais à le dire parce que c'est un problème de santé publique. Le terme canicule, ça concerne l'Hexagone. Pour le coup, 12 nouveaux départements placés en vigilance orange pour demain. La chaleur qui s'étend sur la France, il y en a déjà 7 dans l'est du pays qui sont en vigilance orange canicule. Et ce jeudi, 12 autres qui s'ajoutent, parmi eux l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne. Je les ai tous cités. Juste une question assez rapide. Est-ce qu'on a fait des progrès depuis 2003, où la France avait été saisie de stupeur face au drame de la première grande canicule qui nous frappait à cette époque? Est-ce que la France est préparée désormais? Tiens, Nicolas. Oui, manifestement, on a tiré une grande partie des leçons de l'affreuse problématique de 2003, qui a vu quand même des gens mourir par insuffisance de préparation de nos infrastructures, et notamment des EHPAD. Donc il y a eu des investissements qui ont été faits insuffisamment. Je pense aujourd'hui qu'il y a quand même 3 ou 4 points de vigilance absolue dont on parle peu souvent. Il y a les hôpitaux, bien entendu. Il y a une grande partie encore des EHPAD et des institutions, notamment qui accueillent des personnes en situation de handicap. Puis il y a un lieu dont on ne parle pas parce que c'est pas mainstream, mais il y a nos prisons, qui sont absolument pas adaptés à la canicule, dans lesquels les détenus vivent dans des conditions absolument ignobles et indignes, il faut le dire, avec des températures qui vont devenir invivables, et où là, il faut le dire, les investissements qui ont été menés sont particulièrement insuffisants. Donc oui, la canicule, elle pose un véritable défi à nos services publics, défi à notre organisation. Puis peut-être dire aussi que c'est, vous en parlerez peut-être, c'est aussi un sujet pour les collectivités locales, oui, qui doivent aussi peut-être mieux jouer le jeu des infrastructures et de l'investissement pour lutter contre ces périodes de canicule qui vont devenir et qui sont devenues courantes. En tout cas, monnaie courante. L'avantage, c'est que là, l'école sera moins concernée dans la mesure où, à l'exception de celle qui accueille des centres aérés, il n'y a pas de cours. En ce moment, c'est avant la rentrée. Un mot sur les services publics. Moi, contrairement à vous, je suis plutôt très inquiet, parce que quand on sait qu'il y a eu un plan d'austérité sur l'hôpital depuis 10 ans, j'ai pas dit que j'étais pas inquiet. De suppression de lits, de suppression de lits, de personnel médical. Je suis pas sûr aujourd'hui qu'on ait vraiment la capacité de faire face à une grosse canicule en termes d'accueil dans le milieu hospitalier. Tous les chiffres qu'on peut avoir sont quand même très inquiétants en termes de nombre de médecins, en termes de nombre d'infirmières, je disais, en suppression de lits. Après, sur la canicule, globalement, il va falloir aussi il y a plusieurs réflexions en fait qu'on doit avoir. Il y a effectivement sur l'accueil des personnes qui vont subir la canicule, mais il va y avoir le problème de l'eau, il va y avoir beaucoup de problèmes, et donc notamment sur la recherche par rapport à la dessalination de l'eau, par rapport à comment on va faire pour économiser les eaux usées. Il y a beaucoup de points sur lesquels on doit travailler et sur lesquels la France a beaucoup de retard parfois pour des questions idéologiques, notamment pour des questions de consommation d'énergie, des choses comme ça. Et on doit vraiment mener une vraie réflexion sur ces sujets. En tout cas, on en parlera évidemment. Un mot, mais pour conclure, parce qu'on est quand même sur Sud Radio, et il y a des choses qui se respectent, notamment le rugby, je le disais, vous le vivrez samedi soir, nouveau match de préparation contre les Fidji, 21h05 sur Sud Radio, Alexandre Priam et tout le service des sports de Sud Radio qui vous feront vivre ce rendez-vous avec une équipe de France, un 15 de France fortement remanié. Je vous donne la liste quand même. Jaminet, Biel-Biarré, Vincent, Danty, Moefana, Astoy, qui sera capitaine, Loukou, Crétin, Aldrit, qui sera capitaine, c'est plutôt Aldrit qui sera capitaine, pardonnez-moi. Kroos, évidemment, Willem C, Verhaeghe, Antonio, Movaca et Vardy. Bon, belle équipe. Belle équipe, mais je dirais avec des absents qui vont compter lourd, comme Ntamak. Alors ça, de toute façon, il y en aura beaucoup plus pour samedi, puisque c'est l'équipe bis, mais Ntamak, malheureusement... Et on paye un peu cette Dream Team, c'est-à-dire qu'on a de
clairement l'une des meilleures équipes du monde, qui a brillé ces derniers mois un peu partout autour de la planète. Et c'est vrai que quand vous avez une Dream Team, c'est compliqué aussi de garder tous les éléments au top niveau tout le temps. Et que malheureusement, on arrive non pas en mauvaise posture, mais quand même avec des éléments importants qui ne pourront pas jouer et qui vont effectivement manquer. On sera un peu frustré. On a un mot rapidement, Alexandre Je ne veux Nikolic. pas polémiquer, mais je m'interroge aussi sur l'opposition de ces matchs amicaux, parce que on a fait le choix d'avoir des adversaires vraiment difficiles. On l'a vu là avec l'Écosse, et donc on prend un risque de blessure. C'est le cas pour Romain Ntamak, c'est le cas pour Baye, qui pourrait être établi, mais qui va louper au moins 2 matchs de la Coupe du Monde. Il faut évidemment faire des matchs amicaux pour qu'il y ait des automatismes qui se mettent en place, mais on peut vraiment s'interroger sur le fait d'avoir une opposition aussi forte, avec le risque de blessure que ça peut entraîner sur une Coupe du Monde qui sera notre Coupe du Monde, et quand on a notre ouvreur qui est tellement décisif, Romain Ntamak, qui est blessé, on peut vraiment se dire qu'il y a eu des erreurs de fait sur le calendrier. Je suis désolé, voilà. Je ne veux pas polémiquer, mais c'est factuel. Vous avez le droit, tous les supporters le sont posés, y compris d'ailleurs sur Sud Radio au 0826 300 300. I'll be back, c'est ce qu'il a tweeté Romain Ntamak. Bon, évidemment, c'est un guerrier, il reviendra, mais on lui souhaite bien du courage, il va nous manquer.